On va commencer maintenant, après l'Assemblée Générale, venir bien sûr au thème de la conférence sur l'Europe et ses frontières. C'est un sujet qui est devenu encore plus essentiel qu'il ne le fut. Ce sujet, dans la mesure où il y a la frontière extérieure de l'Union européenne, les frontières intérieures de l'Union européenne, et un découpage de frontières très sophistiqué, très compliqué, vu le nombre d'îles grecques par exemple, c'est une frontière très complexe sur ce registre. Et c'est venu pas seulement pour la crise migratoire, on a beaucoup évoqué les frontières pour la crise migratoire, mais avec la montée en puissance de Frontex, la montée en puissance de l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes, mais aussi pour le terrorisme, où à chaque fois qu'il y a des actes terroristes, les frontières se referment assez rapidement, et malheureusement on vient d'en vivre un acte terroriste très récemment, parce que nous sommes, il ne faut pas l'oublier, dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. On a tendance à oublier cette dimension. Alors deux intervenants, Constance Chevalier-Gauvert, maître de conférence HDR, membre du CESIS, laboratoire que je connais bien, puisque je suis normalement membre aussi du CESIS à l'UGA, titulaire de la chaire Jean Monnet sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice, vice-doyenne, chargée des relations internationales à la faculté de droit, et qui fut longtemps responsable du master carrière juridique et européenne, spécialiste du droit de l'Union, mais surtout des sujets autour de la sécurité, y compris droit pénal. Droit pénal, je me souviens de la communication sur l'européanisation du droit pénal. Pierre Berthelet, c'est important à évoquer, docteur en droit, chercheur associé aussi au CESIS, et auteur de très nombreux articles. J'ai été sur le site du CESIS, et on a un nombre d'articles tout à fait conséquent sur les questions touchant au terrorisme, à la cybercriminalité, au cyberterrorisme, mais touchant aussi à la sécurité intérieure. Merci de venir nous entretenir de l'Union européenne et ses frontières. Je vous remercie, cher Henri, si je peux me permettre. Donc, le sujet, c'est pas l'Europe et ses frontières, c'est l'Union européenne et ses frontières, ce qui est un petit peu différent. Alors, j'ai beaucoup hésité, en fait, pour trouver ce thème, parce que j'aurais pu parler des frontières de l'Europe, des frontières de l'Union européenne. Enfin voilà, donc ici c'est l'Union européenne et ses frontières, donc comment elle vit ses frontières, est-ce qu'elle a déjà des frontières ou pas. Normalement les frontières sont les lignes, la ligne qui sépare deux États, or ici on n'a pas affaire à un État, donc est-ce que l'Union européenne peut avoir des frontières ou non? Donc voilà, c'est le sujet que je voulais aborder avec Pierre Berthelet, que je connais depuis donc très longtemps, et je voulais aussi préciser que c'est l'auteur du blog Sécurité intérieure qui est très fameux. Je vous invite à aller le voir, où il y a énormément d'informations sur tous ces sujets. Alors avant de commencer, je vais vous faire un petit sondage. Donc je suis sûre que vous avez un téléphone portable. Et j'espère, si c'est possible, qu'il est connecté à la 4G ou à la 3G, c'est-à-dire que vous avez accès à Internet. Quoi la 4G. À Internet. Non, alors peut-être que ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, donc vous allez aller sur le site Kahoot. Donc je vais vous... Donc... alors attendez, j'ai un petit problème. Preview it, play it, voilà. Donc, en fait, vous allez aller sur ce site Kahoot, K-A-H-O-U-H-O-O-T. Vous allez aller sur kahoot.fr et vous allez avoir un numéro un numéro de .it. Donc un numéro qui va s'afficher. Ready to play. Donc, attendez, voilà. Voilà, donc il va y avoir un numéro qui va s'afficher si vous allez sur Kahoot et vous rentrez ce numéro. Le numéro 105383. Constance, c'est pas .fr, c'est .it. Ah, .it, kahoot.it. Pardon. C'est écrit là-haut. Regardez, c'est écrit kahoot.it. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui s'est inscrit. Ah, je reconnais Lenka, peut-être. Alors il y a un player, un joueur,
On va essayer d'en avoir plusieurs. Deux joueurs. Un, 0, 5, 3, 8, 3. Normalement, c'est assez facile de se connaître. Et oui, vous devez vous choisir un petit nom. Vous pouvez mettre votre nom ou pas. Il faut se mettre un nom. Oui. Donc là, on a déjà 6, 7, 8 participants. Non, c'est pas un test de connaissance, c'est un sondage. Donc c'est juste pour savoir ce que vous pensez. C'est pas en cours. Moi, j'utilise des quiz, des tests où il y a une réponse, juste une réponse fausse. Là, il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse. C'est juste pour sonder préalablement. Il n'y a pas Henri III. Après, bon voilà, est-ce qu'il y a encore des personnes qui essayent de se connecter? Parce que si tout le monde est connecté, on peut jouer déjà à 9, ça suffit. On est 9, on peut jouer à 9. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui essaye de se connecter? Oui, mais on vous attend alors. Voilà, il y en a, on est 10. Voilà, c'est bon? On y va? Voilà. Donc, on commence. Donc, vous êtes prêts? Alors, je vais vous poser des questions et vous allez répondre. Pensez-vous que l'espace Schengen de libre circulation doit être maintenu? Donc, vous devez répondre soit oui, soit non, en fonction de ce que vous pensez. Oui, c'est rouge, c'est un peu étonnant. Hein, ça, c'est un peu la révolution culturelle. C'est caout, hein. Rouge, c'est en avant. Et le nom, c'est plus... Donc là, il manque une personne, a priori, puisqu'on était 10, non? Il y a quelqu'un qui est parti? Ah, d'accord. D'accord. Donc on est 9. Tout le monde est d'accord? C'est des abstentionnistes. Donc on était a priori 100% pour maintenir Schengen. Hein. Donc a priori. Deuxième pensée, pensez-vous que l'Union doit renforcer le contrôle des frontières extérieures communes? Donc on a une réponse. Alors, donc là, ça se partage, effectivement. On n'a plus que 6 personnes qui pensent qu'il faut renforcer le contrôle des frontières extérieures. Alors, tout le monde a dit qu'il fallait maintenir Schengen. Hein. Oui. Et 4 qui pensent qu'il ne faut pas, même si on supprime Schengen, on garde Schengen, il ne faut pas renforcer le contrôle des frontières extérieures. Voilà. Pensez-vous que l'Union doit aider les États à lutter contre le trafic d'êtres humains, donc les États tiers, hein. Enfin les États en général. Donc a priori oui. Donc effectivement. Il y en a un qui dit non. Pensez-vous que l'Union doit aider les États voisins à se développer? Ah, les États voisins De l'Union européenne. Aider le Danemark, enfin, il n'est pas voisin. Mais Non. Monaco. Aider la Norvège. Non, les États tiers. Les États tiers. Voisin. Mauvaise langue. J'avais bien compris. D'accord. Donc voilà. En fait, c'est tout. C'était juste un petit sondage. Je crois que c'est... non. Alors, pensez-vous que l'on peut parler de frontières européennes? L'électorat, ça grandit. On est plus nombreux? Non? Non. Non. C'est les secondes que vous voyez. Ah, c'est les secondes. Ouais. Les secondes qui passent. D'accord. Encore un petit jeu. Hein. Alors oui, vous pensez qu'on peut parler de frontières européennes? Cette fois-ci, on est 11. On est 11. Il y en a deux qui se sont rejoints. Voilà, c'était juste une petite animation pour commencer. Et je pense qu'on a finalement, en quelque sorte, introduit un certain nombre de questions qu'on va traiter maintenant. Mais voilà, c'était pour l'introduire de façon un peu ludique.
Je sais, nous on sait que les étudiants ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'animation et je me suis dit que vous aussi vous avez sûrement besoin d'animation et en général vous êtes aussi tout le monde est très agile avec son téléphone, quel que soit l'âge. Donc voilà. Alors, donc je voulais juste redire un tout petit mot sur la chaire Jean Monnet. Effectivement, je suis titulaire d'une chaire Jean Monnet. En fait, c'est un financement de l'Union européenne pour soutenir la formation et la formation dans les études européennes et plus particulièrement, moi, c'est le droit européen. Et cette formation, elle vise non seulement les étudiants, mais également toute la société civile. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour donc aller en dehors de l'université, parler de l'Union européenne. Alors, pour parler de l'Union européenne et ses frontières, en fait, je vais introduire le concept d'espace de liberté, de sécurité et de justice. C'est un concept que je vais développer un tout petit peu. Ce concept trouve son origine donc, dans les accords de Schengen qui ont été conclus entre 5 États qui étaient des États de la communauté européenne, la France, l'Allemagne et les 3 États du Benelux, qui voulaient réaliser un objectif entre eux qu'on n'arrivait pas à réaliser entre les États de la communauté européenne, c'était la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Et donc cet objectif, il a été réalisé d'abord en dehors de la communauté européenne, entre ces 5 États. Le premier traité, il est de 85, la convention d'application est de 90, et les accords de Schengen sont entrés en vigueur en 1995, entre un nombre restreint d'États, mais en dehors de la communauté européenne. Et puis, on verra qu'il y a eu un élargissement de cet espace de libre circulation progressivement. En 1992, le traité de Maastricht a créé ce qu'on appelle l'Union européenne, qui vient se superposer à la communauté européenne. La communauté européenne est ce qu'on a appelé le premier pilier, c'est le marché commun. Et par-dessus ce marché commun, cette communauté européenne, on a créé l'Union européenne, et c'est-à-dire une entité qui va permettre la coopération dans 2 domaines qui sont des domaines qui doivent rester au départ intergouvernementaux, la politique extérieure et de sécurité commune, le 2e pilier, et ce qu'on va appeler le 3e pilier, la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. C'est la première fois que les États de l'Union européenne vont commencer à coopérer en matière de coopération policière, judiciaire, mais aussi vont commencer à parler entre eux des problèmes tels que l'immigration, l'asile, mais au départ ils l'ont fait dans le cadre intergouvernemental dans le 3e pilier. Et puis avec le traité d'Amsterdam en 1999, donc il y a 92 le traité de Maastricht. Et entre le 92 et le traité d'Amsterdam, il y a l'entrée en vigueur des accords de Schengen en 1995. Donc au départ, les accords de Schengen entrent en vigueur en dehors de la communauté, en dehors de l'Union. Et en 1999, le traité d'Amsterdam décide d'intégrer l'acquis Schengen dans l'Union européenne. C'est-à-dire de dire que tout ce qu'on a fait dans Schengen, c'est-à-dire que la suppression des contrôles aux frontières intérieures, c'était un objectif qui au départ a été réalisé entre un nombre récent d'États, ça doit devenir un objectif de l'Union et être réalisé dans l'Union européenne. Le problème, c'est qu'il y avait un État qui était contre, qui n'a jamais souhaité adhérer à cet objectif, c'est qui ? Le Royaume-Uni, et également l'Irlande qui ne pouvait pas faire autrement que suivre la position du Royaume-Uni, et donc on a pu intégrer ce qu'on a appelé l'acquis Schengen dans l'Union européenne en reconnaissant un opting out, une situation dérogatoire au Royaume-Uni et à l'Irlande, en leur disant vous n'allez pas adopter tout ce qui relève de l'acquis Schengen. D'accord ? Donc c'est l'intégration de Schengen dans l'Union européenne avec le traité d'Amsterdam. C'est le 2e point. Et le traité d'Amsterdam a un autre apport très important, c'est qu'il fixe un nouvel objectif à l'Union européenne, c'est de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice. Donc l'espace de liberté, on va surtout parler de ça aujourd'hui. Mais en fait, il est important de réaliser que cet espace de liberté, il va aussi avec les 2 autres aspects qui sont l'espace de sécurité et de justice. Et je reviendrai un peu sur ces points tout de suite.
avant de terminer la frise chronologique, pour donc mentionner le traité de Lisbonne, qui est la dernière étape importante dans ce domaine. Donc le traité de Lisbonne a supprimé ce qu'on appelle les piliers, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de coopération intergouvernementale dans ces domaines. Tout relève de la procédure de droit commun, la procédure intégrée qui existait dans le premier pilier. Alors, donc, l'acquis Schengen, donc, il a été intégré dans l'Union européenne. Aujourd'hui, tout ce qui relève de Schengen, ça s'est décidé au sein de l'Union européenne. Mais cet acquis Schengen, il faut réaliser qu'il est très important. Dès le départ, les accords de Schengen sont des accords très très ambitieux. C'est-à-dire qu'on dit Schengen, c'est juste la suppression des contrôles aux frontières intérieures, mais en fait, c'est pas du tout seulement ça. Dans les accords de Schengen, les États avaient prévu la suppression des contrôles aux frontières intérieures, mais avaient prévu aussi énormément de mesures compensatoires à la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Donc l'idée, c'est de supprimer les contrôles aux frontières intérieures, mais il y avait déjà à l'époque des très nombreuses mesures compensatoires à la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Et il y a 3 grandes mesures compensatoires. La première mesure compensatoire, c'est justement de renforcer le contrôle aux frontières extérieures, et c'est ce dont on va parler plus aujourd'hui. C'est à partir du moment où on supprime les contrôles aux frontières intérieures, il faut renforcer et donc aussi exercer un contrôle commun des frontières extérieures. Mais les autres mesures compensatoires, c'est aussi de développer la coopération policière. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de frontières pour les citoyens, il ne va plus y avoir non plus de frontières pour les criminels, et donc il faudrait qu'il n'y ait plus de frontières non plus pour les policiers, parce que autrement c'est trop facile donc pour les criminels de passer la frontière, comme vraisemblablement a fait le terroriste hier soir, passer la frontière, aller en Allemagne, et s'il n'y a pas de coopération policière, c'est un déficit sécuritaire, alors qu'on a affirmé cette liberté. Donc ça, c'est le deuxième volet des mesures compensatoires. Et la troisième volet, c'est également la nécessité de développer la coopération judiciaire entre les autorités judiciaires en matière pénale, mais aussi en matière civile. Alors la coopération judiciaire en matière civile, ce n'est pas tellement une mesure compensatoire à Schengen, c'est plutôt une mesure qui est nécessaire pour réaliser le marché commun. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui avait été développé avant Schengen. La coopération judiciaire donc mesure compensatoire, c'est surtout en matière pénale que ça concerne, que c'est réellement une mesure compensatoire à la libre circulation des personnes. Alors, moi, j'insiste énormément sur ce point parce que justement, déjà même dans le petit sondage qu'on a fait tout à l'heure, déjà, j'avais fait un lien en fait entre frontières intérieures et frontières extérieures. C'est parce qu'on supprime les contrôles aux frontières intérieures qu'on veut renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Mais inversement, ça veut dire que si on ne supprime pas les contrôles aux frontières intérieures, dans ce cas-là, il n'y a peut-être pas de raison de renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Il y a vraiment un lien très important dès le départ entre la suppression des contrôles aux frontières intérieures et les mesures compensatoires, parce que déjà dans Schengen c'est le cas. Donc aujourd'hui quand on parle de Schengen, on parle que de la suppression des contrôles aux frontières intérieures, mais dans Schengen il y a déjà la détermination de l'État responsable de la demande d'asile. Il y a déjà ça. Il y a déjà le visa de 3 mois. Il y a déjà beaucoup de choses. Il y a déjà la coopération policière. Il y a par exemple le droit d'observation et de poursuite transfrontalier, c'est dans Schengen. Il y a déjà, en matière de coopération judiciaire, il y a déjà ce qu'on appelle le principe ne bis in idem, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être condamné 2 fois pour les mêmes faits dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen. Tout ça, c'est déjà dans Schengen. C'est déjà dans les accords de Schengen, et aujourd'hui on ne fait que développer entre nous ce qu'on avait prévu en 85, plutôt en 90, parce que toutes ces... Voilà. Donc, alors, les accords de Schengen, comme je vous disais, au départ, ces accords, ils concernaient que 5, ils ont été conclus au départ que par 5 États, mais très rapidement, en fait, ça a fait boule de neige, c'est-à-dire que
les États qui ne souhaitaient pas participer au début se sont dit si, ça va sûrement marcher bien. Et même au moment d'entrée en vigueur des accords de Schengen en 1995, ça faisait 10 ans presque que les premiers accords avaient été négociés. Il y avait déjà 12 États qui avaient décidé de rejoindre le groupe, initial, qui était un groupe seulement de 5 États. Donc aujourd'hui, dans l'espace Schengen, il y a 26 États qui ne sont pas tous des États de l'Union européenne, et c'est ça aussi ce qui est particulier dans l'espace Schengen, c'est que dans l'espace Schengen, il y a des États qui sont dans l'Union européenne, la majorité d'entre eux, mais il y a aussi des États qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui ont souhaité néanmoins bénéficier de cette libre circulation. Donc ils sont en bleu, donc c'est la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, qu'on ne voit pas parce qu'il est trop petit. Donc en fait, ces États-là, ils veulent bénéficier de la libre circulation, de la suppression des contrôles aux frontières intérieures, mais ils ne font pas partie de l'Union européenne. Or, comme je vous ai dit, l'acquis Schengen, il a été intégré dans l'Union européenne, donc tout ce qu'on fait maintenant dans Schengen, c'est décidé au sein du Conseil, enfin dans les institutions de l'Union européenne, mais eux ne font pas partie de l'Union européenne. Donc en fait, on leur a reconnu un statut d'observateur, c'est-à-dire ils viennent aux réunions du Conseil, ils assistent aux réunions, ils discutent aux réunions, mais ils ne votent pas. Ils ne votent pas, mais ils vont être tenus par toutes les décisions qui sont prises dans l'Union européenne et qui sont en rapport avec Schengen. Donc c'est très important de savoir qu'est-ce qui était en rapport avec Schengen, même au départ, parce que ces États qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont dans Schengen, dès qu'il y a une décision qui est en rapport avec Schengen, vont être donc tenus d'appliquer, même s'ils n'ont pas participé à la décision. Donc là, il faut bien voir que c'est quand même pour eux... c'est quand même un sacré compromis, c'est-à-dire qu'ils se soumettent à une décision à laquelle ils ne participent pas parce qu'il y a tellement d'intérêt finalement à faire partie de cet espace de libre circulation où il n'y a pas donc de contrôle aux frontières intérieures. Donc il y a ces États qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont dans Schengen, et puis après il y a des États qui sont dans l'Union européenne mais qui ne sont pas dans Schengen. Et là il faut distinguer deux catégories. Il y a ceux qui ne veulent pas participer, donc c'est ceux qui sont en vert, le Royaume-Uni et l'Irlande. Enfin, l'Irlande, c'est un peu contraint, parce que de toute manière, ils ne peuvent pas faire autrement tant que les autres. Voilà. Et puis, il y en a d'autres. D'ailleurs, oui, je suis désolée, mais la Croatie, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas en orange, elle devrait être aussi dedans. Il manque une faute. Pas bien. Les États qui ne peuvent pas encore prendre part à Schengen, c'est la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie qui n'est pas en orange et qui devrait aussi être en orange. Donc ce sont des États qui souhaitent prendre part à Schengen, mais pour lesquels on considère qu'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour le faire, c'est-à-dire qu'ils n'assurent pas un contrôle effectif de la frontière extérieure de l'Union européenne pour pouvoir y participer. Alors, la Roumanie et la Bulgarie, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'Union européenne et qu'ils souhaitent prendre part à Schengen. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont la frontière orientale, donc surtout la Bulgarie, c'est la Bulgarie qui a la frontière avec la Turquie. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est beaucoup plus délicat de les intégrer dans Schengen. Et il a été d'ailleurs décidé récemment que, il trouve vraiment que c'est injuste qu'ils ne puissent pas en bénéficier, mais étant donné la situation de crise au sein de l'espace Schengen, il a été décidé de peut-être pas tout de suite leur donner cette libre circulation. Par contre, il a été décidé de leur laisser accès au système d'information Schengen pour qu'ils puissent rentrer des données et eux aussi avoir accès aux données, et le système d'information sur les visas. Pour qu'ils aient accès aux systèmes d'information, même si ils ne peuvent pas encore bénéficier de la libre circulation, du contrôle, de l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Donc voilà. Alors ça, c'était le principe des mesures compensatoires.
Et alors je voulais venir sur toute cette idée d'espace. Donc en fait, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ce nouvel objectif qui a été posé par le traité d'Amsterdam, vous vous souvenez, en 1999, c'est un objectif qui est en quelque sorte un objectif important d'ailleurs, c'est un des premiers objectifs qui est énuméré dorénavant dans les traités, et je dirais même que ce concept d'espace est un concept constitutionnel. Je développe l'idée selon laquelle l'espace est au territoire ce que la citoyenneté européenne est à la nationalité. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que j'essaye de dire à travers cette comparaison. C'est que vous avez bien conscience, et je pense que c'est vraiment rentré dans notre esprit, qu'on est les nationaux d'un pays. On a tous notre nationalité, on est français, belge et tout ça, et que par-dessus cette nationalité, on a une citoyenneté qui est la citoyenneté européenne. Et donc, depuis le traité de Maastricht, cette citoyenneté européenne donne lieu à un certain nombre de droits. Est-ce que vous savez quels sont les droits dont vous bénéficiez en tant que citoyen européen? Droit de vote. À quelles élections? Européenne. Mais alors ça, à la rigueur, pourquoi pas? Mais communal également. Et donc ça c'est effectivement quelque chose qui est très fort, parce que finalement c'est en rapport finalement avec le droit de vote dans l'État. Donc bon, il y a un certain nombre de droits qui résultent de la citoyenneté européenne. Mais la citoyenneté européenne, elle prend pas la place de la nationalité. On garde tous notre propre nationalité, et l'Union européenne ne vient pas régir la façon dont les États attribuent la nationalité. D'accord ? Ça reste une prérogative de l'État d'attribuer la nationalité. Donc, dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, on a un peu la même situation, c'est-à-dire qu'on a le territoire. Le concept de territoire, c'est vraiment un concept de droit international, c'est vraiment un des éléments constitutifs de l'État, et seul, je dirais, le territoire a des frontières. Et c'est pour ça qu'on pourrait ne pas parler de frontières de l'Union européenne, parce qu'en fait, l'Union européenne, elle n'a pas de territoire. L'Union européenne, c'est juste l'addition de territoires de différents États. Et donc, en fait, c'est un peu excessif de parler de frontières de l'Union européenne. Seuls les États ont une frontière. Et donc les États ont un territoire, et par-dessus ce territoire, on a un espace qui est l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui est l'espace européen. Et cet espace de cet espace va découler un certain nombre de droits aussi. C'est-à-dire que le concept d'espace est créateur de droits. C'est pas inopérant juridiquement. Donc, je donne deux exemples. C'est dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, sur cet espace-là, que s'applique le mandat d'arrêt européen. C'est-à-dire que dans cet espace, on n'applique plus l'extradition entre les États européens. On applique une demande de transfert qui est presque automatique d'un État à un autre. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple. Et l'autre exemple, ce que j'ai déjà mentionné, c'est le principe, par exemple, le principe de ne bis in idem. On ne peut pas être condamné deux fois pour les mêmes faits. Ce principe ne bis in idem, normalement, c'est même un droit fondamental, mais il est droit fondamental initialement dans un État. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas le droit de condamner deux fois la même personne pour le même fait. Au départ, c'est un principe dans l'État. Mais maintenant, on l'applique dans l'Union. Donc, on ne peut pas être condamné deux fois dans l'Union européenne pour les mêmes faits. Donc, ça veut dire que l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il a des conséquences juridiques. Voilà, donc c'est un certain nombre quelques exemples pour illustrer cette idée que je voulais un petit peu mettre en exergue, et pour vous dire donc que finalement, moi je vais vous parler de l'espace de l'Union européenne, des frontières de cet espace, mais on ne peut pas vraiment parler finalement de frontières de l'Union européenne. Voilà, mais quand même, on utilise le terme de frontières. Donc, alors, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, c'est ce concept qui est constitué de trois éléments.
la liberté, la sécurité et la justice. Et on dit que c'est un trépied, c'est-à-dire que pour que ce trépied tienne droit, enfin, ouais, pour qu'il soit en équilibre, il faut que chaque pied ait la même taille. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on développe l'espace de liberté au même rythme qu'on développe l'espace de sécurité et l'espace de justice. Et puis en fait la problématique c'est surtout de dire qu'il faut qu'on développe l'espace de sécurité seulement si on développe l'espace de liberté et l'espace de justice. Il faut pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur les autres. Et bon, moi l'idée que j'ai un peu, c'est qu'en ce moment, on est en train de vivre un moment un peu particulier où on remet en cause l'espace de liberté, mais on continue à développer l'espace de sécurité, l'espace de justice, en remettant en cause l'espace de liberté. Donc on reviendra sur ce point. Donc je voulais juste resituer cet espace de liberté, de sécurité et de justice dans les traités. Dans les traités, il y a tout un titre maintenant qui est relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. C'est le titre 5 du TFUE. Et donc il y a un certain nombre de dispositions générales. Et puis, alors bon, je sais qu'on ne va pas rentrer dedans, mais ce que je voulais juste montrer, c'est qu'il y a un chapitre qui est relatif au contrôle aux frontières, à l'asile et à l'immigration. Ce chapitre, c'est le chapitre liberté, d'accord, que je vais appeler le chapitre liberté. Après, il y a un chapitre coopération judiciaire et puis un autre chapitre coopération judiciaire en matière civile et pénale, c'est le chapitre justice. Et puis après, coopération policière, c'est le chapitre sécurité, d'accord ? Bon, les derniers chapitres, je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de la coopération policière, la coopération judiciaire. Si vous voulez, on pourra l'aborder, mais donc on va surtout parler du premier chapitre qui est intitulé les politiques relatives au contrôle aux frontières, asile et immigration. Donc il y a 3 volets dans ce premier point, c'est le contrôle des frontières, l'asile et l'immigration. Donc les 3 points dans lesquels l'Union européenne a une compétence, elle a une compétence pour le contrôle des frontières, l'asile, le développement d'une politique d'asile et le développement d'une politique en matière d'immigration. Donc voilà, c'est les 3 points de l'espace de liberté. Mais aujourd'hui, je vais surtout développer la présentation avec Pierre qui viendra m'assister également autour de 2 volets, les 2 volets finalement des frontières de l'Union européenne, en voyant dans un premier temps qu'on assiste à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et qu'en conséquence, on a déjà renforcé le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Donc je vais parler principalement de ça. Je pense que je ne pourrais pas non plus quand même éviter ou ne pas parler de la politique d'asile parce que c'est quand même assez lié. Donc je mentionnerai également la politique d'asile alors que c'est pas directement un renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Donc, d'abord, la suppression des contrôles aux frontières intérieures, en fait, ça peut être très simple, hein, parce que la suppression, c'est qu'on les supprime, d'accord ? Donc, on peut s'arrêter là, on dit, il n'y en a plus, voilà, il n'y a plus de contrôle, on supprime les contrôles aux frontières intérieures, c'est-à-dire que les États ont décidé de ne plus effectuer de contrôle sur les personnes. Les contrôles douaniers sont toujours possibles, ça concerne les marchandises, c'est pas du tout la même chose, hein, les contrôles douaniers et les contrôles sur les personnes. Et donc néanmoins, donc il y a eu un certain nombre au moment où les États ont décidé de supprimer les contrôles aux frontières intérieures, ils ont, comme je vous ai dit, identifié un certain nombre de mesures compensatoires et notamment la création du système d'information Schengen, qui est une grande base de données qui recense un certain nombre d'informations sur différents types de personnes. Donc les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen, mais surtout les personnes qui sont déclarées indésirables sur le territoire d'un État. Et également les personnes observées et les personnes qui sont citées à comparaître en tant que témoins. Et
Donc tout de suite, au moment de l'adoption des accords de Schengen, on avait également donc décidé de déterminer une liste commune de pays donc soumis à un visa de court séjour de 3 mois. C'était dès le départ, dès la suppression des contrôles aux frontières intérieures, que les États ont mis en place ce visa de moins de 3 mois, qui est donc une liste qui est commune, et avec un système d'information sur les visas, le SIV, le système d'information sur les visas, qui recense tous les visas qui ont été attribués par les États de Schengen, ressortissants des États tiers. Et enfin, donc, on reviendra dessus, l'autre base de données qui est aussi importante dans ce domaine-là, c'est Eurodac. C'est une base de données qui répertorie les empreintes digitales des personnes qui sont rentrées illégalement sur le territoire sur les territoires Schengen, sur un des États, le territoire d'un État Schengen, et donc soit qui rentraient illégalement, seulement, mais également toutes les personnes qui demandent l'asile dans un des États de l'Union européenne. Alors, donc, le principe, au départ, dans les accords de Schengen, l'article 1, c'était suppression des contrôles aux frontières intérieures, et l'article 2 concernait ce qu'on appelle la clause de sauvegarde, la possibilité de restaurer des contrôles aux frontières intérieures. Et cette clause de sauvegarde, initialement, dans les accords de Schengen, elle était très vague et elle était purement à l'initiative de l'État qui devait informer les États voisins de son souhait de restaurer les contrôles aux frontières intérieures en cas de menace pour l'ordre public. Il n'y avait pas d'encadrement de la procédure ni du délai dans lequel un contrôle aux frontières pouvait être restauré. Ça a assez bien fonctionné. Comme je vous ai dit, les accords de Schengen ils sont rentrés en vigueur en 1995. Et alors tout au début, ce qui est assez intéressant, c'est que tout au début, le premier jour où on a supprimé les contrôles aux frontières intérieures, la France a tout de suite invoqué la clause de sauvegarde. A dit, donc c'était tout au début, ah non, mais nous on ne peut pas se supprimer tout de suite les contrôles aux frontières intérieures parce qu'il y a une menace pour l'ordre public qui est la différence de législation entre nos différents pays concernant les stupéfiants. Et donc au départ, même tout au début, la France n'avait pas supprimé les contrôles à l'égard de la Belgique. Et puis, au bout de quelques mois, finalement, il y a eu une confiance qui s'est instaurée et les contrôles ont été vraiment effectivement levés. Et puis après, pendant un certain nombre d'années, ça a bien fonctionné. Il n'y a pas eu de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de façon excessive. Il y en a eu, mais il y a eu l'âge d'or de Schengen entre 1995 et 2011, 2012, et vraiment effectivement jusqu'en 2015, où là c'est vraiment la crise de Schengen. Alors pourquoi je dis 2011 ? Parce que déjà, avant les attentats de 2015, déjà il y a eu une première crise de Schengen avec le printemps arabe, avec la vague d'immigration qui a résulté du printemps arabe. Il y avait déjà eu une grande vague d'immigration par l'Italie. Et donc il y avait eu une première réforme des accords de Schengen. Enfin, alors c'était plus des accords de Schengen puisque c'était dans l'Union européenne, mais ça s'appelle le Code frontière Schengen, c'est le Code frontière Schengen qui régit les contrôles aux frontières. Et donc il y a eu à cette époque-là déjà une première réglementation plus précise des conditions dans lesquelles on peut restaurer les contrôles aux frontières intérieures. Ça avait été demandé d'ailleurs au départ par Nicolas Sarkozy qui avait voulu modifier le code frontière Schengen, et il a été à nouveau modifié après les attentats de 2015 où on a vraiment réglementé de façon très précise les cas dans lesquels on peut restaurer les contrôles aux frontières intérieures. Donc aujourd'hui, il y a 3 cas dans lesquels un État peut restaurer le contrôle aux frontières intérieures. Le premier cas, c'est quand il y a un événement prévisible, donc, prévisible, il manque un B, pardon. Dans ce cas, l'État peut restaurer les contrôles pour, a priori, au départ,
60 jours et peut renouveler ce délai jusqu'à 6 mois. C'était le motif initial pour lequel la France avait demandé déjà la restauration des contrôles aux frontières intérieures dans la perspective de la COP 21 qui avait lieu en novembre 2015, vous vous souvenez, juste après les attentats du 11 septembre, juste après les attentats de 2015. Et donc il y avait déjà eu ce souhait, mais il y a, par exemple, c'est utilisé très souvent dans des grandes réunions de football ou quand il y a des grandes conférences intergouvernementales où les États donc peuvent restaurer les contrôles aux frontières intérieures. Le deuxième cas, c'est le cas d'un événement exceptionnel où, dans ce cas-là, l'État va vraiment, du jour au lendemain, restaurer le contrôle aux frontières et il peut le faire donc jusqu'à 2 mois. C'est ce qui s'est passé donc, lors des attentats donc, du Bataclan, où la nuit même, les contrôles aux frontières intérieures ont été restaurés. Bon, alors hier soir, il y a eu de la restauration, mais il y avait déjà les contrôles en fait. Enfin, il y a eu un renforcement des contrôles. Hier soir, il y a eu un renforcement des contrôles sur ce fondement avec l'Allemagne pour pouvoir donc éventuellement éviter que la personne s'échappe en Allemagne, mais vraisemblablement il était peut-être déjà arrivé. Enfin bon, en tout cas, il y a eu toute une polémique. Le soir du Bataclan, parce que Salah Abdeslam en fait avait traversé, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il avait traversé la frontière donc pendant la nuit et donc il y a eu toute une discussion sur l'effectivité ou non du contrôle qui avait été restauré et du bon fonctionnement ou non du système d'information Schengen. Donc en fait, pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que le contrôle, il a été restauré donc directement et grâce à la restauration du contrôle, il a effectivement été contrôlé lors de son passage. Mais lors de son passage, donc il y a eu un hit, c'est-à-dire que quand ils ont rentré son nom, ils ont vu qu'il était déclaré dans le système d'information Schengen, mais il était déclaré au titre des personnes observées discrètement. Donc en fait, quand les personnes sont observées discrètement, il y a en fait dans le système d'information Schengen, il y a une procédure à suivre pour chaque signalement. Et la procédure à suivre, elle est différente en fonction du signalement. Et quand la personne est signalée pour un mandat d'arrêt, on dit qu'il faut l'arrêter directement. Mais si elle est signalée pour qu'on l'observe discrètement, les autorités doivent rester discrètes. En fait, doivent pouvoir permettre l'observation transfrontalière, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à le suivre une fois qu'il aura passé la frontière. Donc en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont suivi la procédure qui était la procédure de Schengen en informant les autorités belges que cette personne était suivie, était sous observation discrète, qu'elle avait passé la frontière. Mais ça n'a pas été assez rapide. Enfin, l'information n'est pas allée assez vite pour qu'il y ait eu une modification donc, du type de signalement dans le SIS. Voilà. Et puis, enfin, le troisième cas, c'est donc le cas dans l'hypothèse dans laquelle il y a une déficience. Oh, oula. Oui. Bon, ça va pas. C'est pas grave. Dans le contrôle des frontières extérieures par un État donc qui a une frontière extérieure, d'accord ? Oh là 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 là, il y a plein de fautes. Non, en fait, je sais ce qui se passe, c'est que j'ai réutilisé un PowerPoint qui était en anglais et j'ai pas tout bien relu. Voilà, je m'en excuse. Donc, en fait, c'est une cause de rétablissement qui est là pour sanctionner les États, sanctionner les États qui ont une frontière extérieure importante et qui n'assurent pas de façon efficace le contrôle extérieur de cette frontière. Et en représailles, les États qui sont voisins peuvent être autorisés à restaurer le contrôle aux frontières intérieures. Donc, c'est pour une période de 6 mois et qui va être renouvelée 2 fois, jusqu'à 2 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les États peuvent être autorisés à le faire uniquement sur la base d'un rapport qui va être fait par la Commission et qui va évaluer le contrôle de la frontière extérieure par l'État en cause, d'accord ? Et c'est uniquement s'il y a un rapport qui met en avant une déficience du contrôle que les États voisins peuvent restaurer les contrôles aux frontières intérieures. Alors en fait, il y a eu une restauration importante donc, des contrôles aux frontières intérieures
Aujourd'hui, voilà les frontières qui sont effectivement, donc pour lesquelles il y a une demande de restauration des contrôles aux frontières intérieures. Vous voyez que la France fait partie des États qui ont effectivement demandé la restauration. Et donc, à ce jour, voilà la durée, la durée de la demande de la clause de sauvegarde pour chacun de ces États. Pour l'Autriche, la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne et la France. Et à chaque fois, il y a une raison spécifique pour laquelle donc les États demandent la prolongation de la restauration des contrôles aux frontières intérieures. Alors, en fait, pour chaque État, il faut analyser quel a été le fondement de la première demande, comment ça a été, où est-ce qu'on en est qu'on est dans une prolongation, est-ce qu'on est dans la dernière prolongation. Donc en fait, c'est assez compliqué de savoir exactement dans quelle situation on est. Néanmoins, si on essaie de faire un tout petit calcul et qu'on additionne, si on additionne les différentes périodes, on fait 2 ans plus 2 mois plus 6 mois, ça fait combien? 2 ans et 8 mois. D'accord? Donc, a priori, normalement, le maximum, c'est 2 ans et 8 mois. Okay, en sachant que la France a commencé, donc dans la dernière étape, c'était après les attentats de 2015. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait 3 ans, ouais. Et donc, qu'est-ce que vous dites? On est au-delà. On est au-delà. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on est au-delà. Bon, en fait, il faudrait regarder à chaque fois, et je ne vais pas revenir sur toute la situation de la France, ou même mais en fait, on est au-delà. Et pourquoi on est au-delà? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les États arrêtent un tout petit peu, suspendent la levée des contrôles, enfin, suspendent le rétablissement des contrôles, pour après remettre en place une nouvelle clause. Et donc, il y a toute une question qui est celle de savoir si on peut, en fait, tout le temps recommencer des nouvelles clauses de sauvegarde, et si c'est le cas, dans ce cas-là, en fait, on peut tout le temps restaurer les contrôles aux frontières intérieures, et donc, finalement, c'est la fin de Schengen. Finalement, il n'y a plus de Schengen. Si on peut tout le temps passer de l'une à l'autre, ou même juste passer par une petite phase entre les différentes modalités. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut se demander donc quel est l'avenir de Schengen. Et donc il y a un règlement qui est en cours donc le code frontière Schengen est en cours de révision, de nouvelle révision, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il a été révisé donc, en 2013, en 2016, et qu'il est encore en train d'être révisé pour essayer de réguler encore mieux cette restauration des contrôles aux frontières intérieures. Donc voilà, quel est l'avenir de Schengen? Est-ce que c'est une bonne chose finalement de garder la libre circulation, la suppression des contrôles aux frontières intérieures? C'est la raison pour laquelle je vous avais posé cette question tout au début. De votre point de vue, vous pensez que c'est une bonne chose, hein? Donc vous pensez que c'est un réel apport pour les citoyens européens. C'est pas vraiment peut-être tout à fait la position des Français en général, ou même des Européens. Alors, il y a eu une évolution. En 2015, il y avait vraiment au moment des attentats, des grands attentats à France, je crois qu'on est arrivé à 75% des personnes qui ne voulaient plus de Schengen, qui considéraient que c'était même plus nécessaire de garder la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Alors aujourd'hui, donc ça c'est un sondage ELAB de mai 2018, donc qui dit que 52% donc, des Français se déclarent favorables à Schengen, avec 35 qui sont assez favorables et seulement 17 qui sont très favorables. D'accord ? Et puis, donc à l'inverse, 47% qui ne sont pas favorables au maintien de Schengen, qui pensent qu'il faut restaurer les contrôles aux frontières intérieures. Voilà, puis après il y a une explication que c'est un peu en fonction aussi des tendances politiques qu'il y a mais finalement l'adhésion à ce principe, elle n'est pas si importante que ça au sein des citoyens européens. Et je vous dis, au moment des grandes crises
au moment en 2015, quand il y avait la menace terroriste et la menace migratoire, on était passé à 75% des personnes qui ne voulaient plus de Schengen. Donc ça, c'est vraiment une question qui est une question de fond, d'autant plus qu'il y a eu toute une étude qui a été faite donc sur le coût de la suppression de Schengen. Qu'est-ce qui se passerait, combien ça coûterait de supprimer Schengen, donc avec les impacts pour le commerce, pour le tourisme, pour les transports et donc en termes de contrôle des frontières, parce qu'il faut restaurer des administrations qu'on n'avait plus, donc il faut créer, c'est de l'argent, avec donc un coût assez important donc de restaurer les contrôles aux frontières intérieures. Alors le deuxième volet, je ne sais pas où du tout on en est dans le temps, je n'ai pas du tout regardé. Il ne reste plus beaucoup de temps ? Ok. Pas trop longtemps. Si on veut échanger. Oui, c'est ça. Non, mais je dirais que ça, c'était vraiment super important, parce que... Non, pardon. Très important. Je vais venir maintenant au deuxième aspect, qui est le renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Et je dirais, et là, moi, je veux vraiment insister dessus, c'est-à-dire que si on n'a plus Schengen, mais dans ce cas-là, on a des frontières intérieures. On va avoir les frontières de la France, et c'est tout. Et on n'a pas besoin de renforcer les contrôles aux frontières extérieures. On n'a plus besoin de tout le reste. Et ce sera une responsabilité des États. Et on n'a plus besoin de Dublin. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin de Frontex. On n'a plus besoin de tout ça. Et la question, elle n'est pas réellement posée. Alors peut-être parce qu'on fait un peu le dos rond en se disant ça va passer et puis ça ira mieux. Mais à un moment, il faudra quand même se poser les questions. Donc, alors, je vais donc revenir sur... Ouais, non, je vais rester là. Alors, quels sont les nécessaires... donc, le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, il passe donc par ce qu'on a développé, la réforme de Frontex. L'agence Frontex, c'est l'agence de contrôle des frontières extérieures. Ça a été donc cette idée que, au moment de la grosse erreur qui a été faite, à mon sens, quand on a fait Schengen, c'est que si on supprimait les contrôles aux frontières intérieures, il fallait directement, vraiment organiser le contrôle des frontières extérieures. Et on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait. L'agence Frontex, elle a été créée en 2004, donc 10 ans après Schengen, et avec des moyens au départ très limités. C'était juste une agence qui permettait donc un recensement des moyens, un redéploiement. Et encore aujourd'hui, elle a encore des pouvoirs assez limités. On pourra en rediscuter. L'autre élément très important qui était la conséquence aussi de la suppression des contrôles aux frontières intérieures, c'était la détermination de l'État responsable de la demande d'asile. D'accord ? Donc dans Schengen, on avait déjà pressenti le fait que si on supprimait les contrôles aux frontières intérieures, on allait avoir ce qu'on appelle des demandeurs d'asile en orbite, des personnes qui allaient demander l'asile dans plusieurs États et pour lesquels la demande d'asile ne serait jamais examinée parce que aucun des États ne se sentirait responsable de la demande d'asile. Et donc déjà dans Schengen, il y avait une disposition sur la détermination de l'État responsable de la demande d'asile. Et dans Schengen, c'était l'État dans lequel la personne a demandé l'asile. D'accord ? Le principe, c'était la personne demande l'asile où elle veut et c'est cet État qui est responsable de la demande d'asile. Et puis, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure situation. Et donc, je saute un peu. C'est le règlement de Dublin qui est venu déterminer l'État responsable de la demande d'asile de façon beaucoup plus précise. Alors on dit toujours que c'est l'État par lequel la personne est rentrée, mais c'est pas ça. En fait, Dublin fixe des critères qui sont prioritaires, qui sont dans un ordre de priorité, et le premier État qui est responsable, c'est l'État dans lequel la personne a de la famille d'abord. D'accord ? Et on ne le dit jamais, mais en fait, l'État qui est responsable, c'est d'abord l'État dans lequel le demandeur d'asile a de la famille. Le deuxième État, c'est l'État qui lui a donné un visa, parce que les demandeurs d'asile arrivent en général illégalement, mais ils peuvent aussi arriver légalement sur le territoire de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, s'ils ont eu un visa,
c'est l'État qui leur a donné le visa qui est responsable. Le troisième État, c'est l'État sur lequel il réside illégalement depuis plus de 5 mois. S'il a réussi à rester illégalement sur le territoire d'un État, illégalement, et qu'il arrive à prouver qu'il est là depuis 5 mois sans que l'État s'en soit rendu compte, dans ce cas-là, c'est cet État qui est responsable de la demande d'asile. Et enfin, si aucun de ces États n'est responsable, ce sera l'État par lequel il est arrivé. Et donc, bien évidemment, qui sont les États responsables de la demande d'asile? En général, les États qui ont une frontière vers le sud, enfin vers les situations de crise. Donc, donc voilà, les États, bien sûr, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Donc, pendant la crise donc, de 2015, c'était la route orientale qui a été surtout utilisée, et puis elle s'est donc décalée progressivement vers la route occidentale, de la Méditerranée occidentale, et aujourd'hui, c'est principalement par l'Espagne que les demandeurs d'asile arrivent. Alors, je ne peux pas trop parler non plus de... Enfin, je pourrais vous parler des heures encore. Voilà, c'est ça, de la crise migratoire, de l'accord avec la Turquie. On a beaucoup de choses aussi à discuter. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que la suppression des contrôles aux frontières intérieures, ça a des conséquences. Les conséquences, c'est d'avoir une agence Frontex, c'est d'avoir un régime commun d'asile. Donc il y a Dublin, mais aussi il y a une harmonisation du droit d'asile au sein de l'Union européenne. Et puis, c'est le développement aussi d'une politique migratoire commune, et de savoir qu'est-ce qu'on fait donc en matière migratoire. On ne peut pas ne pas avoir une politique qui soit commune, coordonnée, vis-à-vis des États tiers, à qui on donne un visa, comment on donne le visa, et aussi, est-ce qu'on aide les États à lutter contre la traite des êtres humains. Donc ça, c'est l'opération militaire EU Sophia de lutte contre la traite des êtres humains qui a été donc développée par l'Union européenne au large des côtes libyennes, mais qui est aussi une opération qui est extrêmement critiquée. Voilà, mais c'est vrai qu'à la question que je vous posais, est-ce que vous pensez que c'est bien que l'Union européenne aide les États à lutter contre la traite des êtres humains? Vous aviez dit oui aussi. Et ça implique aussi une politique en matière de développement. Donc l'Union européenne se pose aussi des questions de savoir si finalement il ne faut pas aussi qu'elle aide encore plus les États voisins à se développer. Ça aura encore en plus d'autres conséquences. Donc voilà. Alors je vais aller m'asseoir à côté de Pierre, qui va peut-être compléter aussi ses propos, et puis surtout on est là pour répondre tous les deux à vos questions. Est-ce qu'on a un micro qui marche? Ou alors, si tu veux pas commencer. Non, je peux rester debout. Ouais. Alors, bon. Ça marche. Bon, alors, tout d'abord, évidemment, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens évidemment à remercier le professeur Oberdorf pour cette invitation, de même que donc, tous les membres de l'UPED et puis évidemment l'assistance. Je dois dire d'abord que ça va être difficile de faire aussi bien que Constance parce qu'elle a un très beau PowerPoint et moi je n'aime pas beau PowerPoint. Mais cela étant dit, je voudrais quand même partir d'une anecdote, c'est qu'il se trouve que demain je vais à Strasbourg, faire passer les euros de politique migratoire en plus. Et ironie de l'histoire, vous savez qu'il s'est passé un incident très grave hier. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'également, la question des frontières, on voit bien qu'elle occupe les esprits et elle va occuper vraisemblablement le cœur des élections européennes, en tout cas au cours des prochains mois. Alors, le but là-dedans, c'est que je ne voudrais pas revenir sur ce que Constance a dit, parce qu'elle a dit beaucoup de choses et je pense que je dirais les mêmes choses, mais beaucoup moins bien. Par contre, je voudrais simplement compléter les propos de Constance en ayant peut-être une approche, mais peut-être en fait se dire finalement, en gros, pourquoi? D'abord, est-ce qu'il faut ouvrir les frontières ou est-ce qu'il faut les fermer? Et
Et en fait, on voit bien que cette question, elle taraude l'opinion publique, elle taraude nos politiques. Et peut-être, pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment, je voudrais faire juste une courte présentation en 3 points. La première, c'est que je voudrais ensemble avec vous réfléchir sur la notion même de frontière. Puis dans un deuxième temps, je voudrais simplement voir finalement quelle est la philosophie qui anime l'Union européenne. En fait, en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a sous le tapis. Puis troisième, enfin, plutôt derrière le rideau. Prenons une image un peu positive. Puis troisièmement, je voudrais voir, et ça j'irai très vite, un petit peu de comprendre vers quoi on s'achemine finalement. On voit bien que l'Union européenne, elle fait plein de choses en matière de frontières. On a peut-être le sentiment que ça part un peu dans tous les sens, mais je voudrais voir avec vous au contraire que les choses sont finalement assez rationnelles, que derrière, il y a finalement une approche qui est une approche globalement assez simple, mais qui pourra simplement être probablement discutée avec vous juste après. Donc premier point, d'abord les frontières, et essayer de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que les frontières. En fait, pour comprendre la notion de frontière, on voit bien que historiquement, c'est finalement ce qui délimite deux territoires, ce qui délimite deux communautés politiques, mais quand on réfléchit à la notion de frontière, en fait, il faut bien voir, c'est que cette évolution, derrière, il y a 3 grandes conceptions philosophiques derrière la frontière. D'abord, il y a l'approche, tout seigneur, tout honneur, hein, on parle évidemment de Thomas Hobbes, pour qui finalement, la frontière, c'est la marque de l'État. C'est finalement quand vous passez la frontière, moi je viens de faire mon post-doctorat au Canada, il a fallu que je montre patte blanche devant les douaniers canadiens et j'ai failli d'ailleurs ne pas rentrer. Donc on voit bien que finalement la force c'est l'État qui protège, et l'État protège comment? D'abord en assurant sa frontière. Ensuite il y a une deuxième conception qui elle a plutôt tendance à dire finalement la frontière c'est quoi? C'est la frontière poreuse, c'est la frontière au travers lesquelles les flux vont passer. C'est finalement John Locke. C'est John Locke qui va vous expliquer que, au fond, eh bien, les hommes sont des êtres qui d'abord ont tendance à vouloir se regrouper et finalement à vouloir commercer. Enfin, la troisième approche, et ça c'est le juriste qui aura tendance à vous parler, c'est finalement aussi de dire qu'il n'y a carrément plus de frontières. L'idée c'est que, je dirais plutôt, on aurait une filiation kantienne, dans laquelle en fait, on va plutôt considérer qu'au fond, finalement, nous sommes tous des êtres sur la Terre, et nous disposons de mêmes droits, et nous sommes finalement tous égaux. Alors, évidemment, on pourrait parler de ça très longtemps, et je m'excuse déjà pour certains qui connaissent un petit peu la matière, de brosser les choses de manière finalement un petit peu caricaturale. Mais il faut bien comprendre que, historiquement, en fait, et surtout si je prends les deux approches, c'est qu'en fait, la notion de frontière, pendant à peu près 50 ans, elle a structuré, je dirais, la vie politique. D'abord, dans les années 50, jusqu'à peu près maintenant, il y a eu un double mouvement qu'on va retrouver dans la construction européenne. D'abord, il y a eu ce mouvement de suppression des frontières. On l'a bien vu avec la construction européenne, on le voit bien également à l'époque avec le GATT, où il fallait finalement supprimer les frontières au sein du monde occidental. Mais également, en parallèle, il y avait ce mouvement de renforcement des frontières. À l'époque, c'était contre qui? C'était contre l'ennemi soviétique. Et là, rappelez-vous, c'était le mur de Berlin, c'était également le mur entre l'Est et l'Ouest, et c'était ce mur. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, on voit bien que cette image, on retrouve cette conception dans l'Union européenne. Mais en tout cas dans Schengen. Parce qu'en fait, Schengen retrouve cette conception que je retrouverais un petit peu de lockienne, hein, vous voyez, où finalement, l'Union européenne, elle est basée sur cette idée de libre marché, finalement Schengen, et c'est fondé, finalement, c'était le prolongement de ce libre marché. Il fallait supprimer les contrôles aux frontières parce qu'il fallait faciliter les flux de personnes, et ces flux de personnes, à la fois, d'abord historiquement, c'était quoi? C'était cette filiation locale où il fallait que finalement les marchandises circulent et les facteurs de production aussi. Puis après, on a une filiation un peu plus, je dirais, kantienne, dans laquelle finalement, il y a une souveraineté. Il y a une citoyenneté européenne, et on fait partie d'un ensemble commun.
Mais également, en fait, en parallèle, et à partir de 1990, c'est cette fameuse convention d'application Schengen, où là on va retrouver cette approche un peu plus obsienne. Il faut vraiment défendre les frontières, assurer des contrôles aux frontières, au nom de quoi? De ces fameuses mesures compensatoires. Et finalement, on a eu ce double mouvement. D'un côté, on supprime les contrôles aux frontières intérieures, et de l'autre côté, on va les renforcer. Je crois que ça a été bien dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Mais maintenant, on voit bien que on est dans les années 90 et déjà, on a finalement une sorte un peu de retour des frontières. Et on voit bien que depuis les années 2001 et puis ensuite depuis les années 2010, on a une exacerbation autour de la frontière. Alors pourquoi? Bien, en fait, d'abord, 1990, c'est cette approche du retour des nouvelles menaces. Il faut comprendre, c'est que dans les années 90, il y avait vraiment deux discours qui s'opposaient. Il y avait le discours de Fukuyama, un peu, en disant finalement, en fait, c'est l'ère de la démocratie transnationale, tout va bien sous... je dirais vraiment, on va rentrer dans une ère de paix. Puis de l'autre côté, il y avait une approche qui était beaucoup plus négative, en disant en réalité non. En fait, l'ennemi communiste a disparu, mais c'est l'ère des nouvelles menaces. C'est la criminalité transnationale, c'est l'immigration. Et en fait, ce discours sur une nouvelle menace n'a fait que s'amplifier et a finalement reconnu une certaine légitimité à partir de 2001 avec les attentats terroristes. À ce moment-là, le discours a été véritablement « il faut renforcer les frontières ». Alors, on voit bien que ce discours, il n'a fait que prospérer. Et à l'heure actuelle, il tend même à devenir hégémonique. Alors pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, la frontière, elle a trois dimensions. D'abord, elle a une dimension économique, et évidemment, elle est portée par Donald Trump. C'est cette idée que finalement, maintenant, il faut rétablir les contrôles aux frontières parce que cette mondialisation est néfaste pour les économies, elle supprime des entreprises. Ensuite, elle est très forte d'un point de vue symbolique. Et on voit bien que le rétablissement des contrôles aux frontières, elle se cristallise autour du mur, cette image du mur protecteur. Et j'en veux encore pour preuve Donald Trump qui a menacé le Congrès de shutdown en disant finalement, si vous ne me financez pas le mur, eh bien je prendrai des mesures de rétention contre vous. Enfin, la troisième dimension, c'est une dimension identitaire. En fait, autour du mur, autour de la frontière, finalement, c'est la frontière qui va enserrer la communauté politique, la nation. Mais cette nation va être vue finalement d'une autre manière maintenant. C'est cette nation vue comme étant un ethnos. En fait, c'est cette nation qui est devenue homogène, qui va faire finalement où tous les gens vont pouvoir se regrouper et ne former qu'un. Alors, on revient finalement, deuxième temps, concernant donc, cette dichotomie frontières ouvertes, frontières fermées. On voit bien que l'Europe a donc eu cette approche frontières ouvertes concernant les frontières intérieures, frontières fermées concernant les frontières extérieures. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en réalité, les choses n'ont pas bien marché. Elles n'ont pas bien marché, pourquoi? Parce que Constance l'a bien dit concernant ces fameuses frontières ouvertes, certains États les laissaient ouvertes, mais en réalité les fermaient quand même un petit peu. La France notamment, vis-à-vis de cette dissension avec les Pays-Bas. Mais il faut bien voir, c'est qu'également, du côté du contrôle des frontières extérieures, eh bien, les choses se passaient pas bien. Notamment, un exemple, le mécanisme de Schengen était basé sur l'idée d'une évaluation mutuelle. En clair, les États s'évaluent eux-mêmes concernant la qualité des contrôles aux frontières. Pour faire simple, eh bien, les frontières de Roissy étaient contrôlées par des équipes italiennes, espagnoles, puis après, quand la Lettonie est rentrée, lettonne et suédoise. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce mécanisme, en fait, et ça je l'explique à mes étudiants, et eux, je crois qu'ils le comprennent très bien, en fait, ce mécanisme fait que finalement, il n'y a pas d'autorité supranationale. En clair, ce sont les États membres qui vont s'évaluer mutuellement des bonnes notes. Donc, je disais à mes étudiants, imaginez que je ne sois plus là et que vous notiez mutuellement. Et forcément, le mécanisme a très mal marché. D'ailleurs, on l'a bien vu en matière économique, ça a exactement été le même problème. Eh bien, il
y a une forme de laxisme. Ensuite, un autre problème, ça n'a pas été évoqué, donc je me permets d'évoquer, c'est également le problème de la solidarité. Parce que dans la surveillance des contrôles aux frontières extérieures, eh bien, tous les États ne sont pas égaux. Et en particulier, les pays du Sud le sont beaucoup moins que les pays du Nord. Et là, s'en est suivi une sorte de jeu de poker menteur entre d'un côté les pays du Nord qui disaient, enfin les pays du Sud, on va prendre dans le premier sens, dans lequel finalement ces pays disaient, mais en gros vous nous demandez de surveiller les frontières au nom d'un espace commun, parce qu'après dès que les gens rentrent, ils peuvent circuler dans l'espace commun. Mais d'un autre côté, eh bien, il n'y a aucune solidarité. Vous ne nous venez pas en aide. Et ça, au moment, la Grèce qui a connu une pression migratoire sans précédent, l'Italie et l'Espagne ont clairement demandé un renforcement, donc en tout cas davantage de solidarité. Je me permets de vous en parler parce qu'en plus j'ai eu une discussion avec le professeur Monjal, pas plus tard qu'aujourd'hui, sur ce thème. Alors, on parle de solidarité, mais je vous disais, il y a un jeu de poker menteur, parce que de l'autre côté, eh bien, les pays du Nord invoquaient, en tout cas appelaient à la responsabilité, en disant finalement, vous n'avez pas d'attitude vertueuse. Vous nous demandez de l'argent, mais finalement, que faites-vous avec cet argent? En clair, finalement, d'abord, aidez-vous vous-même et le ciel t'aidera. C'était un petit peu ça le discours. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vraiment, cette attitude solidarité versus responsabilité s'est véritablement cristallisée en 2011 au moment de la crise migratoire. Puisqu'à ce moment-là, il y a vraiment une attitude très forte, en tout cas une dissension très forte entre, à l'époque, Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi, qui ont chacun instrumentalisé la crise migratoire. Silvio Berlusconi, d'ailleurs on le voit bien maintenant avec, avec Salvini, c'est exactement pareil, pour dire en gros nous sommes délaissés, et puis de l'autre côté, les États du Nord qui disent finalement, en clair, les États du Sud ne font pas du tout leur travail. Je me permets d'avancer un petit peu, et là maintenant j'en viens à mon troisième temps, et je voudrais vous parler donc de la mise en place des mesures qui ont été évoquées. En fait, je parlais tout à l'heure de la crise de 2011. Évidemment, il faut parler de deux autres crises. D'abord, la crise migratoire de 2015, et puis également les attentats terroristes de 2015. En fait, là vraiment, on s'est demandé si finalement Schengen n'allait pas disparaître. Parce qu'on avait observé à la fois un rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, notamment suite à la crise migratoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, on est parti sur une croyance, qui était une croyance, je dirais que, au fond, les frontières extérieures allaient nous protéger d'une crise migratoire sans précédent. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, je crois que Constance avait mis la carte de l'Europe, et finalement, on s'est servi de la Roumanie et de la Bulgarie comme étant des zones tampons, et en disant finalement, en clair, en isolant la Grèce, quelque part, on va rétablir une sorte de zone tampon avec deux frontières extérieures. Une dans laquelle les migrants ne pourront pas, même s'ils arrivent en Grèce, ils ne pourront pas sortir de la Grèce, et même en sortant de la Grèce, enfin, même en allant dans les Balkans occidentaux, ils ne pourront pas rentrer. Or, il s'est avéré que finalement, eh bien, les migrants sont arrivés jusqu'en Hongrie, voire même jusqu'en Autriche. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette crise-là, donc déjà, elle a mis à bas cette conception de... Mais surtout, elle a été véritablement problématique parce qu'elle a mis en exergue ce que la Commission européenne appelait la politique du laisser-passer. En clair, les migrants arrivaient dans un État, et puis, comme État, à l'époque, c'était les pays des Balkans occidentaux, puis après, ça a été les pays, la Hongrie, enfin, la Slovénie, la Hongrie. Chacun disait, ben, finalement, les migrants, moi, j'en veux pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser passer, et puis ce sera le pays d'après, qui, finalement, devra gérer la situation. C'est pas moi. En fait, au fond, on retrouve bien une problématique qu'on connaît bien, c'est la problématique entre la France et l'Angleterre. On a exactement le même problème, dans lequel, pourquoi? Eh bien, à un moment donné, les migrants sont arrivés, ont remonté, en fait, je dirais,
le Nord, je dirais la route migratoire, qui à un moment donné quand même se sont retrouvés contre une frontière dure. Dans ces cas-là, on retrouve quoi? Un effet de bouchon. Et là, il faut gérer une crise qui est à la fois une crise politique et humanitaire. On a retrouvé exactement les mêmes problématiques et qu'elle. Et là, pour le coup, finalement, la France s'est retrouvée dans la même situation que quoi? Eh bien, que les Italiens concernant l'Intimie. En clair, il faut gérer des flux qui sont des flux en amont et qui ont tendance un peu à s'agglutiner et à former un bouchon. Je me permets de vous parler de ça parce que le véritable enjeu de Schengen à ce moment-là, en 2015, ça a été de dire que finalement, pour éviter le rétablissement des mesures unilatérales, et Constance vous l'a vraiment bien expliqué, à travers finalement cette fameuse clause de sauvegarde, il a fallu finalement contrôler cette clause. Alors, la solution, elle a été double. D'abord, on a mis en place un mécanisme qui a été une sorte de mécanisme bureaucratique. Mais bureaucratique. Le but étant finalement de civiliser les États. De dire, en gros, vous ne rétablissez pas les contrôles aux frontières, on en discute avant au Conseil. Puis finalement, on voit bien que ça ne marche toujours pas. Il y a une réforme qui est actuellement mise en place, et aux dernières nouvelles, eh bien, les choses n'avancent pas. Alors, la planche de salut, elle est ailleurs. Elle est dans le rétablissement des contrôles aux frontières extérieures, ou en tout cas dans le renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Constance vous l'a bien expliqué, c'est le renforcement de Frontex, c'est finalement 3 choses. D'abord, c'est donner davantage de moyens à Frontex, et surtout, c'est la mise en place d'un corps européen de garde-frontières. En clair, avant, c'était les États qui étaient responsables des contrôles aux frontières. Puis après, l'idée, c'était de dire finalement Frontex va aider, va coordonner. Puis après, on a donné un tout petit peu, à partir de 2016, des moyens à Frontex avec quelques centaines d'hommes. Puis finalement, très rapidement, les États membres se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant. Donc maintenant, on planche sur à peu près 10 000 hommes. Ça, c'est la première, je dirais, c'est la première grande mesure. La deuxième mesure, alors celle-là, elle est un petit peu plus ancienne, mais elle tend véritablement à se renforcer aussi, c'est ce qu'on appelle les Smart Borders. Les Smart Borders, c'est l'idée que finalement, à côté de cette logique de boots on the ground, c'est-à-dire en fait de mettre des contrôles, voilà, merci Constance, de mettre des... je vois que c'est très agréable. Pour le coup, j'ai pas besoin de préparer un PowerPoint, mais c'est magnifique. En fait, l'idée... non, mais c'est pas du tout ironique, bien au contraire. L'idée là-dedans, c'est quoi? Eh bien, le but, c'est de pouvoir dépister, grâce aux bases de données, grâce à la circulation, grâce au big data, finalement, des migrants potentiels, des terroristes potentiels. Le but, je vous donne un exemple concret, parce que comme je vous ai dit, je suis parti au Canada, puis avant, j'avais rempli donc, mon autorisation électronique de voyage, qui correspond un peu à l'ESTA américain, vous savez, on vous pose des questions avant que vous preniez l'avion. Eh bien, en fait, l'Europe est en train de mettre en place la même chose, ça va s'appeler l'ETIAS. Alors, évidemment, en soi, ce n'est pas forcément très intéressant, mais couplé avec d'autres outils, type système entrée-sortie, donc en gros, maintenant, il n'y aura plus un douanier qui viendra tamponner votre passeport, en fait, tout va se faire de manière électronique. Le but là-dedans, c'est finalement de créer un mur, mais qui ne soit pas un mur physique, mais un mur électronique qui va enserrer, qui va protéger les frontières. J'en viens à mon troisième élément. Alors cet élément-là, il est un tout petit peu plus, un tout petit peu plus subtil. Là, l'idée, c'est plutôt de mettre en place un dispositif qui puisse pallier l'état défaillant. Donc là, l'idée, elle est ailleurs. Et grâce à Frontex, l'idée, c'est pas simplement de déployer un corps européen de garde-frontières, c'est plutôt, cette fois-ci, de mettre en place cette idée de il faut gérer la crise et il ne faut pas attendre qu'un État soit complètement défaillant pour venir lui venir en aide. S'il demande l'aide, il faut lui imposer l'aide et il faut le faire avant qu'il soit en crise. C'est véritablement ce vers quoi on s'achemine. Pour l'instant, c'est complexe. C'est facile avec la Grèce, c'est beaucoup plus compliqué avec l'Italie. Il faut bien comprendre aussi derrière tout ça, c'est le but là-dedans,
c'est d'éviter le rétablissement unilatéral des contrôles aux frontières. Et j'en viens à ma conclusion. Ma conclusion, elle est qu'à l'heure actuelle, finalement, les États membres sont véritablement obsédés, mais je dis bien obsédés, par une crainte, c'est cette fameuse crise migratoire de 2015. Et à l'heure actuelle, on sent le plus jamais ça. Alors, comment est-ce que ça se passe? D'abord, c'est tout simplement, à l'heure actuelle, donc je dirais, cette volonté politique vis-à-vis de Frontex, où on voit bien que finalement, cette agence, elle a énormément évolué, mais finalement, qui a dit, surtout en 2002, hein, c'est un moment où finalement on discutait à l'époque de ce fameux corps européen de garde-frontières dont les États à l'époque ne voulaient pas, ce saut qualitatif, ce saut de cet abandon massif de souveraineté. Maintenant, vous voyez bien, on parle de 10 000 hommes, peut-être que d'ici 5 ans, à la prochaine crise, on en parlera de 30 000 ou de 50 000, peu importe. Enfin, et surtout, et c'est ça que j'aimerais vraiment insister là-dessus, et ça je pense qu'on en discutera tout à l'heure, c'est aussi cette volonté d'externaliser les contrôles aux frontières. Donc je vous disais, c'est non seulement de renforcer Frontex, mais également, à travers l'accord de la Turquie, à travers également la réforme de Frontex et la possibilité pour Frontex d'intervenir sur le territoire, dans les États tiers, c'est véritablement, et avec les frontières électroniques, c'est en fait que finalement, ce soit les pays tiers qui assurent le contrôle aux frontières extérieures. Et pour faire la conclusion de la conclusion, en fait, il faut bien voir, c'est qu'en fait, cette crise migratoire, en fait, à l'heure actuelle, elle n'existe plus. Il n'y a plus en tant que telle de crise migratoire. Frontex le montre bien, je dirais l'afflux migratoire, il n'y a plus d'afflux en tant que tel. On retrouve des niveaux qui sont largement avant 2000. Je dirais, on revient à peu près maintenant à des niveaux de 2012. Donc c'est vraiment pour vous montrer, on est vraiment bas là. Mais c'est vraiment, voilà, merci. Et en fait, simplement, c'est pour vous montrer, vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer qu'à l'heure actuelle, cette crise, elle est dans les esprits. Elle est dans les esprits, et ça, je me permets de laisser une porte ouverte, à défaut de frontières fermées. Une porte ouverte dans vos esprits, c'est de montrer aussi que finalement, une crise, eh bien, elle existe, mais elle s'instrumentalise. En clair, eh bien, tout simplement, dans le discours politique à l'heure actuelle, finalement, on a toujours le sentiment qu'on est en crise parce que finalement, cette crise migratoire, cette crise terroriste, elle est simplement discutée, évoquée par les politiques sans qu'à un moment donné, sa validité, sa véracité ne soit interrogée. Voilà, je vous remercie. Asseyez-vous. On a une demi-heure pour les questions. Alors n'hésitez pas à en prendre. Alors le micro, il doit être là. Voilà. Allez-y. Vas-y. Derrière déjà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas énormément. Ah bon? Allô. Allô, on est là. Je disais encore, j'avais. En allemand. On a vu. Non, je voulais poser deux. Alors, juste sur ce qui vient d'être dit tout de suite, ça c'est. J'avais absolument pas conscience de ça, et ça c'est vraiment des informations que les hommes politiques ne transmettent pas. C'est-à-dire qu'on voit par exemple qu'en Italie, où actuellement, je crois que j'ai vu en Andalousie, arrivent au pouvoir des partis extrémistes, ou sont élus en tout cas des partis extrémistes, sur la base de problèmes qui ont été peut-être pas résolus, mais en tout cas réglés en grande partie, ou en tout cas très grandement atténué par des décisions tout à fait démocratiques prises par les institutions européennes. Donc ça c'est très intéressant de le découvrir. C'est pas vraiment une question, mais c'était pour aller dans le sens de ce que j'ai entendu ce soir. Là, c'était très intéressant. Et la question que je vais poser, c'est une question naïve, mais c'est sur Schengen. Quel est l'intérêt de la Norvège et de la Suisse d'être dans Schengen et qui manifestement n'est pas l'intérêt de la Grande-Bretagne qui, elle, n'y est pas. En quoi le fait d'être dans... Parce que la Norvège, c'est pas un pays spontanément humaniste et généreux, la Suisse certainement pas.
Et alors pourquoi le font-ils et pourquoi la Grande-Bretagne peut-elle se permettre de ne pas y être? Alors moi, en fait, sur cette question, c'est très géographique en fait. Hein. La Suisse, parce qu'elle est au cœur de l'espace Schengen, elle est entourée par l'espace Schengen, et donc c'est sa position géographique qui le justifie. Et la Norvège, ce qui s'est passé, c'est que c'est quand, en fait, les États scandinaves avaient déjà instauré une libre circulation entre eux dans l'Union nordique. Et ça, c'était avant l'entrée en vigueur de Schengen. Et quand le Danemark est rentré dans Schengen, en fait, ça impliquait que tous les États nordiques entrent dans Schengen. Parce qu'autrement, il y aurait eu... ils devaient renoncer à leur union, en fait, à leur espace Schengen, leur espace... Et donc c'est pour ça que la Norvège est entrée dans Schengen pour maintenir la libre circulation entre les États nordiques dans l'Union nordique, dans leur libre circulation. Et bien sûr, le Royaume-Uni, c'est son aspect insulaire. C'est vraiment la raison qui fait que ça a beaucoup moins de sens pour le Royaume-Uni d'être dans... Et puis bon, bien sûr, il y a beaucoup d'autres raisons culturelles. Oui, il y a des raisons culturelles. Il y a le fait aussi qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Enfin bon, il y a beaucoup. Puis de toutes les manières, ça n'a jamais été dans la philosophie britannique de participer à cette aventure commune. Mais en tout cas, les deux autres États, ça s'explique vraiment très clairement, quoi. Et le troisième? La Suisse. L'Islande. Ah, l'Islande. Ah bah c'est pareil, ils font partie de l'Union nordique. Ouais. Ils font partie de l'Union nordique, donc ils sont rentrés ensemble en fait. Parce que c'est une île, quoi. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, ils avaient déjà la libre circulation entre les États de l'Union nordique, donc s'ils ne faisaient pas partie de Schengen, ça voulait dire qu'ils renonçaient à leur libre circulation entre eux, qui était ancienne, je crois que c'était les années 50, la libre circulation entre les États nordiques. Donc c'était... C'était un paquet à prendre tous les États. Voilà, oui, non, mais c'était ça. Et c'est le Danemark qui les a emmenés, en fait. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'en fait, le Danemark a une situation, j'en ai pas parlé, mais le Danemark a une situation un petit peu dérogatoire dans Schengen, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord tant que c'était en dehors de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ils ont adhéré à Schengen assez rapidement, puisque quand c'est rentré en vigueur en 1995, ils étaient déjà dans Schengen. Mais quand on l'a intégré dans l'Union européenne, le Danemark a considéré qu'il ne voulait pas être tenu par des obligations communautaires, que Schengen devienne une obligation communautaire. Donc il y a un protocole au traité qui prévoit que le Danemark est tenu pour ce qui est de l'acquis Schengen en tant qu'obligation internationale. Donc ça c'est encore quelque chose, une disposition qui est vraiment très très compliquée, parce que ça veut dire que c'est une obligation de droit international et pas une obligation de droit communautaire, donc il y a beaucoup de conséquences sur la compétence de la Cour. Enfin bon voilà, donc le Danemark a une situation dérogatoire, mais en même temps a emmené tous les États nordiques dans Schengen. Et le Groenland? Non. Ah bah non. Non, pas le Groenland, non. Question? J'aurais deux questions, une qui appelle une réponse simple, je crois, et puis l'autre qui n'appelle pas de réponse du tout, mais qui est-ce que l'espace Schengen s'étend au territoire d'outre-mer français, voire à la au Groenland? Non. Pas du tout. Non. Bon, c'est pas dédié. Et l'autre, parce que c'est pas l'objet de la réunion de ce soir, et puis parce que la réponse est bien occuperait toute une soirée, c'est la reconnaissance des frontières à l'intérieur même de l'Union européenne qui, je m'en suis bien aperçu l'autre soir, pose des tas de problèmes à l'est de l'Europe, au point d'ailleurs que certains États distribuent des passeports à leurs nationaux tout à fait à l'extérieur des frontières, en vertu de la non-reconnaissance de frontières, des accords des traités de Versailles et autres. Il y a apparemment dans la partie est de l'Europe, il y a des quantités de frontières qui sont contestées du côté de l'ancien empire austro-hongrois, mais aussi de la Bulgarie et de la Grèce et de la Turquie, etc. Et il y a des problèmes de reconnaissance de frontières qu'il va bien falloir un jour aborder, mais
La réponse est bien trop longue pour être... Mais ils ont sûrement des réponses. Mais je pose la question, voilà. Je vais être très bref. En fait, je pense que aussi l'idée finalement, on revient à l'essence même du projet européen, qui est un projet de paix et qui permet justement de... En fait, c'est toute cette approche sur ce qu'on a appelé les conflits congelés. C'est-à-dire, après la chute du mur de Berlin, au moment de l'effondrement de l'Empire soviétique, il y avait eu, en tout cas en ex-Yougoslavie, ces fameux conflits qui ont émergé. Et justement, le projet de l'Europe, c'était notamment, je pense, en particulier par exemple entre la Hongrie et la Roumanie, c'est d'éviter que finalement que ces pays se fassent la guerre. On les intègre dans l'Union européenne et on fait en sorte que ces pays puissent dialoguer, puissent résoudre leurs conflits. Prenons l'exemple du conflit frontalier aussi entre la Croatie et la Slovénie. À propos de la baie de Piran, la logique est exactement la même. Le véritable danger, à mon avis, il est double. C'est quid en cas d'effondrement pur et simple de l'Union européenne, ce qui peut tout à fait arriver. Avant, je ne pensais pas, mais maintenant, c'est une situation qui est envisageable. Voire même, sinon, indépendamment de ça, et on voit bien avec ce qui se passe avec la Pologne, lorsqu'un État viole de manière effrontée certaines valeurs de l'Union européenne ne réagit pas. Imaginons 2 secondes qu'à un moment donné, on ait une exacerbation des tensions entre 2 États membres et que l'Union européenne ne fasse rien. C'était concernant votre dernier point, c'est la frontière par les pays tiers. Dire, est-ce que vous pourriez, quelle efficacité, quelle responsabilité à l'Union européenne, et puis comment imposer à des pays tiers, je dirais, les frontières. Enfin, ça me paraît un peu surprenant, enfin, même si ça existe. Et puis, deuxième question, c'est, on a supprimé le mur de Berlin, mais est-ce qu'il y a d'autres murs qui sont en train de se constituer autour de l'Union européenne ou à l'intérieur, enfin, parce que c'est pour stopper les Il a essayé Utah pour commencer. Voilà. Oui, très brièvement. En fait, c'est intéressant, parce que je me permets de rebondir. Je pense que quelque part, la réponse était dans la question. Mais ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'au fond, il y a quand même un décalage dans le discours politique qu'on peut retrouver également dans l'approche de l'Union européenne. C'est aussi cette approche qui est très clivante entre, je dirais, l'Europe passeur et l'Europe forteresse. On voit bien que finalement, tout est une question de point de vue. Si d'un côté, par exemple, on voit ces fameux murs, ces barbelés, ces miradors, ces gens qui sont aussi en train de se noyer en prenant la mer en direction de l'Union européenne, on peut tout à fait dire, en fait, finalement, c'est une Europe forteresse. Puis inversement, on peut prendre exactement l'extrême opposé, où on peut vous montrer tous ces migrants qui arrivent sur les plages européennes, tous ces murs barbelés qui sont ouverts avec tous ces migrants qui rentrent. Et dans ces cas-là, au fond aussi, cette migration insidieuse qui s'appelle les overstayers, c'est-à-dire les gens qui rentrent légalement mais qui se maintiennent illégalement, et je le souligne parce que c'est très important, l'essentiel de l'immigration au sein de l'Union européenne. Donc au fond, on peut tout à fait dire, mais finalement, ces murs ne sont que des tigres de papier, et finalement sont complètement inefficaces. Je pense que c'est la danse, simplement là aussi, c'est pareil, je ne prétends pas vous donner la réponse, mais simplement pour vous montrer qu'au fond, tout ça est extrêmement politique. Et que finalement, ce sont 2 images qui sont des images extrêmement fortes, et je pense qu'en fait, on est un peu entre les deux. Monsieur, il a fait le micro. Non, une réflexion d'un citoyen. On a un petit peu de mal quand même à comprendre, globalement, si vous voulez, cette histoire de frontière intérieure, frontière extérieure. Je comprends très bien, quand je regarde de la France et l'Allemagne, qu'il y a une frontière qui s'appelle le Rhin. Je comprends très bien que c'est une frontière intérieure. Et moi, citoyen, je ne parle pas du géographe, etc. Voilà. Là, je le comprends. Et puis, je me dis, bon, entre la France et l'Allemagne, on peut bien supprimer le Rhin, on a mis des ponts, on peut faire des grands ponts. Bon, ça ne me choque pas trop.
Mais là où je comprends, où il y a un petit peu de difficulté, c'est si je suis à Marseille, ou à Perpignan, ou à Gibraltar, ou en Sicile aujourd'hui. J'ai une frontière intérieure. Marseille, c'est une frontière intérieure de la France, mais c'est aussi une frontière extérieure. C'est une frontière intérieure pour les Italiens qui viennent visiter Marseille, mais c'est une frontière extérieure pour les Algériens qui veulent rentrer en France, enfin, entre autres. Donc ça veut dire qu'au même endroit, on a une double fonction, c'est interne, et c'est aussi une frontière extérieure. Et donc, on a un petit peu de mal quand on regarde la frontière aujourd'hui où il y a des problèmes. Je ne parle pas de Gibraltar, je ne le connais pas, mais celle qu'on voit, nous, à la télé, c'est entre l'Italie et la France. On dit qu'il n'y a plus de frontière entre l'Italie et la France, et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit des policiers, on voit une frontière, elle existe la frontière. Donc il y a des frontières anatomiques, il y a des, et puis je prolongerai par une dernière réflexion. Il y a des frontières fonctionnelles, c'est-à-dire que je vais, ce que vous disiez, à travers les passeports, etc., dire oui, vous rentrez, ou non, vous ne rentrez pas, donc ça existe toujours, ça. Donc une frontière anatomique, la frontière fonctionnelle, pas de frontière. Et puis alors, la dernière réflexion que je fais, c'est que quand j'étais petit, il y a un certain temps, on me disait que ceux qui vont défendre la France, donc la frontière, c'est l'armée. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'armée européenne. Donc, pour un citoyen, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce concept de frontière qu'on me vend, et il n'y a personne pour la défendre. Et ça c'est pas l'humain, ça. Un humain, aujourd'hui, il raisonne comme ça, en disant, je vis quelque part, j'ai une langue. Alors maintenant, je suis d'accord que l'anglais commence un petit peu à noyer tout ça, mais j'ai une langue, j'ai une culture, j'ai une monnaie. C'est ça mon pays. Et le pays que vous décrivez, là, il n'existe pas. Donc, vous décrivez, excusez-moi, Schengen, hein, Schengen décrit un espace qui n'existe pas. Il n'existe pas dans l'esprit des gens parce que la frontière n'existe pas. Cette frontière dont vous parlez existe là. Voilà. Alors, vous avez compris que je ne suis pas un Européen. Alors, les frontières intérieures, donc quand on parle de frontières intérieures, c'est des frontières entre deux pays de l'espace Schengen. D'accord? Donc la frontière intérieure, ça va être celle entre la France et l'Italie. Celle-là, à Marseille, c'est une frontière extérieure. Ce n'est pas une frontière intérieure. C'est une frontière qu'on appelle une frontière extérieure. Dès qu'il n'y a pas un autre État... Ça n'a pas de sens pour moi. C'est pas parce que ça n'a pas de sens pour vous que ça n'existe pas. Donc c'est une frontière extérieure. Quand on parle de frontière intérieure, c'est entre deux États de l'espace Schengen. D'accord? Donc à Marseille, ce n'est pas une frontière intérieure, c'est une frontière extérieure. D'accord? Et effectivement, la France a une responsabilité de frontière extérieure, mais elle n'est pas exposée au même titre que l'Italie, la Grèce ou l'Espagne, puisqu'elle est beaucoup plus au nord, et donc c'est pas par là, ils vont pas arriver, les migrants ne vont pas arriver en France parce que c'est trop loin. D'accord? Donc en fait, les frontières qui sont des frontières. L'Atlantique, oui, mais il y a a priori aucun risque mais en dehors de ce côté-là. Donc, après, vous dites qu'il n'y a pas, d'organes, il n'y a pas de... justement, aujourd'hui, effectivement, il y a l'agence Frontex qui a peu de pouvoir et qui n'agit que en collaboration avec les États, mais c'est justement le projet européen de le développer, mais ça demande de faire un saut en termes de souveraineté, comme disait Pierre, et vous avez tout à fait raison. La frontière est un élément identitaire. C'est-à-dire que l'Union européenne, si elle passe le cap de réussir à contrôler sa frontière extérieure, elle va passer un pas en termes de reconnaissance de souveraineté, d'identité. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle c'est si difficile pour l'Union européenne de s'affirmer
d'affirmer ses frontières, d'avoir une force de contrôle des frontières, parce que ça veut dire d'avoir une identité commune et de développer une identité commune. Mais c'est aussi la condition sine qua non, je dirais, de son développement quelque part. C'est existentiel. En fait, c'est une question qui est existentielle pour l'Union européenne. Donc elle est et je suis d'accord qu'elle est centrale, mais qu'elle impose d'avoir une vision commune. Et le problème, c'est que vraisemblablement, les Européens n'ont pas une vision commune sur ce point. Oui. C'est curieux que lorsque l'immigration est devenue pratiquement le sujet principal de crise et de conversation en Europe, et même aux États-Unis, dans ce sens, la réaction qu'il y a eu est équivalente à un manque total de politique de l'immigration, qui peut se voir par 3 points. Avant du tout, pourquoi il y a de l'immigration? Parce qu'il y a des différences économiques et politiques énormes entre différents pays. Et logiquement, un pays qui est plus développé, qui est meilleur dans quelque sens, va recevoir de l'immigration. C'est un potentiel qui dépend aussi du contrôle et d'autres choses, mais qui ne va pas disons, disparaître demain si on continue à voir ça. Deuxième point, la plupart des études sur l'immigration nous disent qu'il y a beaucoup d'aspects positifs de l'immigration. Il y a des problèmes aussi d'intégration, parce que si on arrive à avoir 2 ou 3 millions de personnes qui arrivent d'un jour par l'autre, on ne sait pas où les mettre. Mais il y a beaucoup de points positifs de l'immigration, à partir du fait donc, que les gens qui arrivent sont prêts à faire des travaux que les nationaux ne veulent plus faire, non, au fait, non, par exemple, que les populations de l'Europe sont vieillissantes et donc que les immigrants sont jeunes et disons, ils aident un peu avec des problèmes de retraite et tout ça, etc. Donc il y a des effets positifs. Et le troisième point, c'est qu'on peut avoir des politiques de courte durée et de longue durée, on doit avoir des politiques de courte durée et de longue durée sur l'immigration. Immédiatement, évidemment, s'il y a des flux excessif, par exemple, si on soupçonne qu'il peut y avoir de la criminalité qui est impliquée, bon, évidemment, il y a quelques nécessités de réglementer ça. Dans la longue durée, la seule situation la seule solution, c'est de voir si on peut éliminer ces différences et d'avoir des accords, des collaborations avec les pays qui sont de la source de l'immigration. Par exemple, le gouvernement allemand a fait un petit pas dans cette direction, mais ils ont mis tellement peu de ressources qu'ils parlaient d'une sorte de plan de marche pour l'Afrique, par exemple, pour certains pays de l'Afrique. Je pense que non seulement ça pourrait être une solution, mais que ça peut être aussi une opportunité pour l'Europe. Parce qu'il y a des pays d'où viennent ces immigrants qui ont énormément de potentiel, mais qui ne l'ont pas pour des raisons de leur structure politique interne, etc. Mais qui pourrait être un potentiel de développement aussi en termes de co-investissement, etc. Donc, il y a vraiment un besoin d'avoir, disons, une approche rationnelle à l'immigration, de ne pas le voir comme le diable et de le mettre au centre de la conversation, parce qu'elle n'est pas le point principal. Oui. Allez, pour répondre à ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour vraiment faire une réponse qui soit claire, il faut juste imaginer 2 choses. Imaginez un axe avec les abscisses et un axe avec les ordonnées. L'axe avec les abscisses, c'est vous ouvrez, vous fermez. Pour l'immigration, contre l'immigration. Et dans les ordonnées, c'est l'Union européenne et les États. Qui doit gérer l'immigration? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que c'est l'Union européenne? En fait, là, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'heure actuelle, en matière de politique migratoire, juste le juriste vous dira en réalité, il y a une sorte de partage de compétences dans l'Union européenne. Concernant moins de 3 mois, c'est l'Union européenne, plus de 3 mois, c'est-à-dire vraiment la politique migratoire, ce sont les États membres, parce que ce sont eux notamment qui définissent les quotas. Mais là où il y a un hiatus, c'est qu'en réalité, il y a un petit peu une différence de vision entre l'Union européenne, ou en tout cas entre la Commission européenne spécifiquement et le Parlement européen d'un côté et le Conseil de l'autre. Il faut bien voir, c'est que la Commission européenne estime que l'immigration est une chance. Le Parlement européen, il est un petit peu entre les deux. Bon, maintenant, il a un petit peu viré à droite, il tend à virer encore plus à droite, donc il modère son attitude. Mais voilà. Au contraire, du côté du Conseil, du côté des États membres, alors là, on est plutôt sur un autre registre. Il faut au contraire, alors les États membres individuellement, je mets l'Allemagne à part et encore on a une évolution, il faut véritablement fermer les frontières, il faut vraiment limiter un maximum l'immigration et
Et il faut d'abord mettre l'accent sur la lutte contre l'immigration clandestine. Et je pense que le véritable hiatus, c'est qu'en réalité, il faut bien comprendre, c'est que pour vraiment comprendre la réponse de l'Union européenne, si oui ou non il y a une politique migratoire, c'est que d'abord, il faut savoir où est-ce qu'on se situe dans le curseur Union européenne, États membres, et d'autre part, c'est, ok, admettons que ce soit l'Union européenne qui définit sa politique migratoire, je l'ai dit que pour l'instant, on en était encore loin, est-ce que oui ou non, on ouvre et on ferme? Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, les débats sont extrêmement vifs, et tendent plutôt, à l'heure actuelle, à dire on ferme, mais on va sous-traiter aux États tiers cette charge de fermer les frontières. Enfin, moi je veux quand même compléter un tout petit peu sur l'action de l'Union européenne. C'est vrai que principalement c'est des visas de moins de 3 mois, mais il y a quand même une politique de l'Union européenne qui vise à développer l'immigration légale dans l'Union européenne, et il y a un certain nombre de directives qui imposent aux États de prévoir des visas de longue durée pour les chercheurs, pour les travailleurs hautement qualifiés, pour les saisonniers. Donc il y a quand même déjà une politique migratoire qui est en train, et puis cette proposition aussi cette proposition de visa humanitaire. Enfin, il y a quand même aussi il y a déjà quand même un peu d'avancée. Alors peut-être que c'était à une époque, que ces actes ont été adoptés à une époque où peut-être que maintenant ce serait plus le cas, mais... Est-ce que je peux simplement évoquer, en entendant vos présentations, mon sentiment, si vous voulez, que la crise migratoire est un vrai défi pour l'Union européenne en tant que telle. Parce qu'on demande comment l'Europe va réagir, comment l'Europe va décider. En réalité, on ne sait pas vraiment, ce n'est pas l'Europe qui décide, ce sont les États membres qui décident fondamentalement, et ils n'ont pas forcément l'envie d'une solidarité entre États membres. Et les conséquences très très fortes, l'absence de solidarité à l'égard de l'Italie par exemple, a eu des conséquences politiques tout à fait impressionnantes. C'est l'absence de solidarité, débrouillez-vous, et surtout nous les Français, il ne faut pas leur donner de leçons aux Italiens, puisqu'on bloque à 20 000, tant qu'on peut bloquer. Donc, et je trouve que c'est un test terrible. Alors vous concluez votre propos de manière assez optimiste, en disant au fond, si on veut en sortir, il faut plus de contrôle aux frontières extérieures, plus de garde-côtes. Eh bien, si vous regardez, faites la comparaison entre l'histoire de l'Union européenne et l'histoire des États-Unis d'Amérique, vous retrouvez à peu près la même chose. Les garde-côtes des États-Unis d'Amérique ont permis de contrôler les frontières des États-Unis d'Amérique. Dans un premier temps, c'était l'immigration à outrance, puisque tous les Européens débarquaient pour faire disparaître les Indiens, débarquaient ce qu'on appellera par la suite les États-Unis d'Amérique. Mais les garde-côtes, et je trouve que la montée en puissance, en quelque sorte, des garde-côtes et des gardes-frontières est une expression d'une forme d'unité européenne, et à l'intérieur, la solidarité, elle n'est pas encore la première, me semble-t-il. Je me permets de dire, parce qu'en plus, comme ça, je voudrais réagir à ce que vous disiez. En fait, ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il y a une évolution dans le mythe européen. En tout cas, dans la manière d'imaginer la construction européenne. C'est qu'avant, on pensait qu'on construirait une union des peuples. C'était vraiment cette vision de Jean Monnet, et qui irrigue aussi l'espace de liberté, de sécurité et de justice. En fait, en gros, à un moment donné, on va tous se sentir européens. Or, on voit bien que pour l'instant, ce n'est pas le cas, et malheureusement, on a plutôt au contraire un mouvement centrifuge. Par contre, ce qui est véritablement intéressant, et c'est pour ça que je pense que l'approche est un petit peu différente. Alors après, on peut être pour ou contre, mais à l'heure actuelle, finalement, paradoxalement, l'Europe se fait à la frontière. J'en veux pour preuve, et ce qui est intéressant, c'est que je vais vous donner vraiment un exemple concret. Il y a actuellement, ok, on peut voir, dire, on a des gouvernements qui sont des gouvernements, dans lesquels on a des partis d'extrême droite en Italie et en Autriche, tous évidemment prônent le refus de l'immigration, mais il faut bien voir, c'est qu'entre ces pays-là, finalement, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et on voit bien que lorsque les migrants viennent de l'Italie vers l'Autriche, l'Autriche a tendance à dire à l'Italie, bah, finalement, gardez vos migrants. Donc, aussi, absence de solidarité. Et finalement, plutôt que... Parce que là, pour le coup aussi, eux ont besoin, entre pays, je dirais, gouvernés par l'extrême droite, ont besoin de montrer une sorte d'unité de façade.
Et finalement, je dirais le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire entre ces pays-là, mais également entre les pays, entre les autres États membres, c'est finalement de se dire, on n'arrive pas à se mettre d'accord si oui ou non on veut une politique migratoire, si oui ou non il faut ouvrir les frontières, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un projet unitaire. Par contre, là où on arrive à se mettre d'accord, c'est l'idée qu'il faut renforcer les frontières extérieures, il faut empêcher les migrants de rentrer. Je crois que globalement, à l'heure actuelle, c'est le plus petit commun dénominateur qui unit les États membres et qui permet à l'Union européenne d'avancer. Donc oui, effectivement, actuellement, l'Europe, elle ne se construit pas à l'intérieur, elle se construit à l'extérieur ou en tout cas aux frontières. On pourrait faire la même démonstration pour l'euro. Ouais. Et c'est peut-être par étapes en fait. La même démonstration. Et dernière, oui, allez, une dernière. Une dernière. En fait, donc on a vu sur la courbe que l'immigration avait beaucoup diminué. Mais c'est dû au fait qu'il y a justement des arrêts à l'extérieur. Il y a des bouchons à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on a une idée de comment ça se passe en Libye, en Turquie? Est-ce que c'est pas très néfaste, par exemple, pour ceux qui arrivent et pour le nombre aussi, le nombre de gens qui arrivent? Alors, en fait, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, effectivement, et qui est quelque chose d'important, hein, c'est l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Donc, c'est un des effets donc, positifs de cet accord. Alors après, il peut être discuté de son intérêt ou pas. Mais donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait quand même beaucoup de personnes qui mouraient dans la mer Égée en traversant sur des bateaux pneumatiques entre la Turquie et la Grèce. L'initiative a été prise par l'Allemagne d'ailleurs de discuter avec la Turquie et le deal a été de proposer à la Turquie, de demander à la Turquie de réadmettre toutes les personnes qui seraient rentrées illégalement en Grèce à partir de la Turquie et qu'en échange, l'Union européenne allait réinstaller donc des demandeurs d'asile de Turquie dans l'Union européenne. Donc ça c'est très important de le savoir parce que c'est pas seulement les renvoyer, il y a eu tout un accord, c'est-à-dire que la réinstallation c'est l'idée que la demande d'asile doit être faite dans l'état d'origine, dans l'état de départ et pas dans l'état d'arrivée. C'est-à-dire que les personnes, les Syriens qui ont été réinstallés, ils ont fait leur demande d'asile dans l'Union européenne en Turquie. Et c'est uniquement quand ils ont eu le statut de réfugié dans un des États de l'Union européenne qu'ils sont partis. Donc au lieu de partir dans des bateaux pneumatiques, ils sont partis en avion même, ou en bateau, avec l'assurance qu'ils auraient le statut de réfugié. Et donc c'est cet accord et puis en plus il y avait aussi d'autres éléments qui étaient proposés, d'autres éléments du deal. C'est donc déjà un soutien financier pour aider la Turquie à gérer les réfugiés syriens, parce que finalement c'est la Turquie qui les gère pratiquement. Donc c'est 3 milliards d'euros renouvelables, et puis aussi encore d'autres éléments dans la balance. Donc l'attribution d'une facilitation de visa pour les ressortissants turcs, qui n'est toujours pas mis en entrée en vigueur, semble-t-il. Et puis aussi la potentialité de réouverture des négociations d'adhésion. Mais voilà, le problème c'est qu'entre-temps, il y a eu le putsch juste quelques mois après, et donc ça a un peu tendu les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Mais c'est principalement cet accord qui a... Mais il y a aussi, c'est pas seulement les bouchons qui sont la diminution des arrivées n'est pas seulement la résultante des bouchons. Il y a quand même eu, l'État islamique a quand même été plus ou moins vaincu en Turquie, en Syrie, il y a quand même eu un certain nombre d'éléments qui ont fait que la situation s'est stabilisée. Et puis il y a eu bien sûr l'accord avec la Turquie, et puis il y a aussi cette action effectivement de l'Union européenne sur les côtes libyennes qui vise à essayer de démanteler le trafic d'êtres humains. Alors, on ne peut pas toujours... moi, ce que je trouve, c'est qu'on rend toujours l'Union européenne responsable de tout. C'est-à-dire que
S'il y a beaucoup de gens qui arrivent, on dit que voilà, l'Union européenne ne fait rien. Si les flux diminuent, on dit parce que l'Union européenne est allée faire de l'externalisation des contrôles. C'est pareil, quand l'Union européenne, on dit que c'est très important, comme vous l'avez dit, monsieur, qu'il faut absolument que l'Union européenne essaye d'aider les États tiers à se développer pour que les personnes il y ait moins de flux. Il y a des personnes qui considèrent que cette aide de l'Union européenne à l'égard des États tiers, c'est scandaleux. Ils considèrent que c'est scandaleux, c'est essayer de les maintenir chez eux. Donc il y a toujours, en fait, il y a toujours un procès de mauvaise intention quelque part qui est fait. Et la marge de manœuvre, elle n'est pas facile finalement quelque part. Merci beaucoup de vos interventions. Merci.